Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir partout où vous nous suivez. Une fois de plus, je vous dis merci pour votre fidélité à cette chaîne, la DRTV, et surtout à votre émission de prédilection, Mag le Bazar, qui vous donne les informations au-delà du factuel. Comme qui dirait, ou comme qui dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Aujourd'hui, nous allons traiter de notre institution, le Conseil supérieur de la liberté de communication. Vous imaginez déjà de quoi il s'agit. Alors, il faut dire que les crises du printemps temps au sein de ce conseil ne sont plus monnaie courante. Et récemment, vous avez suivi sur la toile, en tout cas la flambée des débats suite à la lettre adressée par le vice-président du Conseil supérieur de la liberté de communication au président de l'institution. Une lettre qui appelle donc le président Mvo de revenir à la norme administrative. Beaucoup d'interrogations sont posées à ce sujet. Pourquoi une telle correspondance? Pourquoi donc appeler le vice-président de revenir à la norme administrative? Qu'est-ce qui se passe réellement? Et ce qui nous a permis d'avoir matière, c'est la réaction du haut conseiller Asie Dominique de Marseille qui a donné en tout cas ses avis à ce sujet au regard de l'importance, l'utilité, la place de cette institution qui régule au quotidien le fonctionnement de la presse, qui garantit les libertés d'expression et d'information en territoire congolais. Nous avons pensé une fois de plus porter notre regard sur ce que traverse aujourd'hui le Conseil supérieur de la liberté de communication. Et pour cet exercice aussi périlleux, j'ai invité sur ce plateau M. Browning Golali. Il est promoteur de la chaîne à laquelle vous êtes beaucoup accroché, la chaîne en ligne Tchileka. Bonjour Browning. Bonjour Romy. Tout le plaisir est à moi de te recevoir sur ce plateau. Sur ce plateau. Voilà, merci. Le docteur Constant Ibarapéa, politologue de son état, qui n'est plus à présenter, qui nous assiste et qui aime bien participer au débat national. Bonjour, monsieur Constant Ibarapéa. Bonjour, mon cher frère. Je pense que le doc sort de la fac. Oui, exactement. J'avais cours voilà. À Bayardel, mais j'ai fini et puis voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, on rappelle, chers invités, c'est pas étranger pour vous, tous nous suivons ce débat. Il faut rappeler que là, il y a eu à un moment donné, dans quelques jours qui viennent de se passer, le vice-président du Conseil supérieur de la liberté de communication avait fait appel à travers une correspondance au président Mvo, l'invitant à revenir à la norme administrative. Alors, il faut préciser que c'est Asie Dominique de Marseille qui jette le pavé dans la mare. C'est lui qui permet à l'opinion et à la presse congolaise de connaître le fond de la question. Parce que il a une position de haut conseiller au sein de ce conseil. Alors, pour lui, comme nous avons suivi sur la toile, pour lui, le président, je veux dire, dans la correspondance, pour essayer de réfléchir sur la correspondance, le président ne fonctionne plus en harmonie avec donc son vice-président. Ça, c'est le constat fait à travers la lettre. Et cela ne concerne pas tous les membres du Conseil supérieur de la liberté de communication. Ça, c'est Mac Bazar qui est allé au niveau de la source pour recueillir toutes ces informations. C'est-à-dire, le fonctionnement aujourd'hui, le fonctionnement régulier du Conseil supérieur de la liberté de communication doit certainement inquiéter ou indisposer le vice-président. On s'interroge pourquoi il y a eu à son niveau ce fonctionnement anormal. Pourquoi le vice-président parle de cette forme de dysfonctionnement? C'est une matière qu'on donne parce qu'on n'a pas eu des vidéos, et puis la vidéo d'Asie, c'est une réaction. Nous sommes allés à la source. Alors, qu'est-ce qui a suscité donc cette correspondance? Avant de donner toute la matière, question, chers invités, comment avez-vous accueilli cette réaction d'Asie Dominique de Marseille? Browning. Merci Romy Kokilas. Moi je vais aller droit au but. Vous savez, tout ce qui nous intéresse, surtout nous qui sommes professionnels de la communication, la formation de la communication, c'est l'impact de l'action du Conseil supérieur de la liberté de communication dans la société ou encore dans la corporation. C'est tout ce qui nous intéresse. Nous sommes très heureux que ce conseil tel qu'il est composé soit aujourd'hui constitué
des éminents journalistes, j'ai envie de dire ça, pardonnez-moi cette expression, parce que, je dis éminents parce qu'en réalité, il y a des pas grands, des éminents, c'est des grands journalistes. des expérimentés. Des aînés qui nous ont formés, qui nous ont fait rêver, qui ont élevé à un certain niveau le journalisme dans ce pays. Vous avez donc l'ancien DG de Télécongo qui est là, Jean Bambi, vous avez Yombi qui est là, Aziz Dominique de Marseille, vous avez Joachim Banza, c'est de la crème même de journalisme. Et donc notre fierté, c'est que cette institution se retrouve aujourd'hui, contrairement aux années précédentes ou au mandat passé, avec des journalistes carrément qui pratiquent ou bien qui ont pratiqué ce métier. Et donc nous sommes dit finalement, l'instrument va fonctionner à merveille pour que les objectifs soient réellement atteints. Voilà. Alors, donc, quand aujourd'hui cette institution est frappée ou traversée par la crise dont on évoque ce soir, j'ai envie de dire, en réalité, c'est des questions internes. Ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est quel est réellement l'impact de cette guéguerre sur non seulement le fonctionnement du Conseil, mais sur les missions du Conseil. Voilà. Vous parlez de la sortie d'Aziz Dominique de Marseille. Moi, je crois que cette sortie est très maladroite. À son niveau de responsabilité, c'est une sortie très maladroite. Pourquoi ? Parce que ce sont des questions internes. Une correspondance qui est envoyée, qui part du vice-président au président du Conseil, je pense que c'est des questions qui devaient être traitées à l'interne. Aziz devrait plutôt, dans sa réaction, nous apporter la lumière sur l'impact, comme je le dis, ou les conséquences de cette crise sur les missions du Conseil. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette crise, le Conseil ne peut plus fonctionner ? Est-ce qu'avec cette crise, le Conseil ne peut plus protéger les journalistes ou encore faire évoluer, comment on l'appelle, la corporation ? Parce que nous avons tellement de problèmes, et c'est sur ce terrain que nous attendons l'action du Conseil supérieur de la liberté de communication, mais les débats internes, à mon avis, Aziz devrait étouffer ça ou gérer ça à l'interne. Voilà, Constant Barapéa pour votre gouvernement, lorsqu'on pose la question à Aziz, pourquoi passer par les réseaux sociaux, pourquoi mettre à la place publique une telle réaction ? Il répond, je le prends en témoin, et quand de telles questions sont soulevées, c'est que les problèmes ont du mal à être traités. La question a du mal à être traitée, certainement en leur sein par manque d'harmonie, et il a pensé mettre à nu, et il prend toutes ses responsabilités pour dire c'est sa réaction à lui. Il dit encore que je connais la maison mieux que l'opinion. Conseil Barapéa, première question, c'est celle-là. Comment avez-vous pris cette information ? Bon, mais je l'ai prise comme tout citoyen qui s'intéresse beaucoup plus aux questions de société, aux questions sociales, aux questions de communication, puisque je suis moi-même acteur de la communication. Absolument. Donc, tout ce qui intéresse le Conseil national, comment vous appelez ça ? Conseil supérieur de la liberté de communication me concerne en quelque sorte parce que je suis également protégé dès lors que je suis un acteur de la parole publique. Je suis surtout également concerné et protégé par cette loi dans l'exercice de ma liberté, liberté d'expression ou liberté de parole. Mais comme l'a souligné mon éminent frère Fortuna, c'est que toute organisation, à un moment donné, est traversée par des crises. Alors, au niveau actuel, je pense que c'est une crise qui devrait être réglée à l'interne. Parce que j'ai cherché sur la toile, peut-être c'est moi qui ai mal fouillé, je n'ai pas retrouvé la correspondance de M. Ngoma qu'il a adressée au président du Conseil supérieur de la liberté de communication. Ce qui veut donc dire que cette correspondance avait un caractère professionnel et à l'interne. Maintenant, le grand frère Aziz a balancé ça sur les réseaux sociaux, peut-être comme vous l'avez dit, pour susciter l'adhésion populaire, l'adhésion populaire ou la réaction populaire. Mais quand cela le tienne, ou bien dans tous les cas, il faut savoir que dans notre pays, ce n'est pas la première fois où des questions d'interne sont balancées sur la place publique. Et les responsables devaient quand même tenir compte de cet élément. Il y a le secret professionnel, il y a des choses qui peuvent être réglées à l'interne. Mais je pense que
la correspondance de M. Ngoma ainsi que la réaction de M. Aziz Dominique de Marseille, d'ailleurs on le connaît, dès qu'il y a des situations, il réagit, il sort toujours de son silence, cache d'autres velléités que je peux assimiler à des luttes de positionnement politique au sein de cette lutte de positionnement au sein de cette institution. Ça, c'est un avis que vous donnez, je mets à votre disposition, parce qu'on va à la source ce qu'il y a. En fait, les sources sûres du Conseil nous font savoir que la lettre, lorsque le vice-président parle, appelle le président de revenir aux normes administratives, nous savons tous que c'est lui qui a assuré l'intérim du président lorsque le président est en déplacement. Dès qu'il s'est passé un certain nombre de choses lorsqu'il a assuré l'intérim, qui a poussé le président du Conseil à pouvoir lui retirer ce pouvoir d'assurer l'intérim et le léguer au directeur du cabinet. Parmi ce qui lui est reproché, il y a, je mets à votre disposition, à entendre d'abord Aziz de Marseille et dans le fond au niveau du Conseil. Le vice-président, selon Aziz, est totalement responsable de ce qu'il qualifie de dysfonctionnement du Conseil. Donc le vice-président qui appelle le président à l'ordre, pour Aziz, il est totalement responsable de ce dysfonction. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Bon, le règlement intérieur autorisant, comme je l'ai dit, le vice-président Ngoma à assumer l'intérim du Conseil. Cependant, à l'absence du président lors de ses voyages, comme j'ai dit, donc il a posé préjudice dans le fonctionnement administratif. C'est-à-dire, les correspondances, par exemple, laissées par le président, qui devaient être signées par le vice-président, n'ont pas bénéficié de ces signatures, soit disons Aziz, que pour le vice-président, ces missions n'ont été cortées sans bénéficier de sa participation, ou bien de son avis. Donc le président a dû prendre des initiatives sans son avis. Est-ce que le président devait attendre ou écouter sa voix? Point d'interrogation. Deuxième fait, c'est un fait que tout le monde connaît. En pleine réunion une fois, le président était là avec tous les conseillers. Soi-disant, le vice-président avait pris l'initiative de chasser un média. Un média, lors de cette réunion, à la surprise du président lui-même, ainsi de suite, soi-disant que ce média ne travaillait pas pour la visibilité du vice-président. Visibilité, c'est-à-dire, lorsque il y a diffusion des éléments à la télé, il constate que ce média ne le met pas au centre, il n'est pas visible. Ça, je me souviens, le conseil était venu ici pour tenir un plateau d'explication à propos. Alors, enfin, le report de la fête du 3 mai, vous étant absent, la fête, ou bien la journée du 3 mai, journée nationale internationale liberté de communication, le vice-président avait décommandé la tenue de cette journée sans l'avis du collège des conseillers, des hauts conseillers et l'avis de son président. Et enfin, la mission du Sénégal, où le vice-président était en mission pour les questions privées des collages de ses enfants. Et malheureusement, il a eu à contacter, longtemps contact, à les entendre avec l'institution qui régule la liberté de communication du Sénégal et arrivé ici à Brazzaville, ça a été diffusé à Télécongo, à la surprise du président et à tous les membres du Conseil. Donc, pour eux, tous ces dérapages, ce sont tous ces dérapages qui ont mené le président à retirer l'intérim pour craindre des couacs au regard de la place ou du rôle de ce Conseil qui régule, comme vous l'avez dit, la liberté au Congo, qui garantit la liberté d'expression. Alors, il faut dire, lui, il a été jeté au feu par Aziz, comme vous avez dit. Alors, question par rapport à ce que je viens de vous présenter. Alors, quelle appréciation pouvez-vous faire de ce qui est, il faut reprocher au vice-président? Romy Kokilas, moi je pense que personnellement, je ne suis pas sur ce plateau. Et une mise au point, s'il vous plaît. Ouais. On va nous dire, normalement, Aziz serait ici ou bien une partie. Malheureusement, nous avons des difficultés quand nous abordons ces questions parce que la loi les interdit de venir sur des plateaux alors qu'il y a un problème en son sein, leur propre loi. Voilà. Voilà, je disais que je ne suis pas personnellement sur ce plateau pour engager un procès sur ce qui se passe au sein du Conseil supérieur de la liberté de communication. Je le disais tout à l'heure, ce sont des questions internes. Ouais. Le politologue l'a dit tout à l'heure, Blanc-Constaï Barapéa, que dans toute institution, toutes les institutions, nous vivons quotidiennement ou pratiquement des moments où les institutions traversent des moments de crise. Et donc, vouloir donner un avis sur
les dérapages, comme dit Aziz, comme vous venez de le dire, du vice-président, je suis très mal placé pour le faire. Maintenant, je le disais tout à l'heure, il faut maintenant voir l'impact de cette crise-là sur les missions même du Conseil. On se souviendra que quand ce Conseil, donc le nouveau bureau a été mis en place, nous avons quand même constaté avec fierté que les choses fonctionnaient normalement. Nous avons vu le président Vaux sur le terrain, surtout en ce qui me concerne, intervenir à chaque fois qu'il y avait des crises. Vous vous souvenez comment il est intervenu sur la crise de Tuna à Télécommo. Et nous l'avons vu très présent à chaque fois qu'il y avait des célébrations. Nous l'avons vu intervenir, interpeller les journalistes, organiser des séances de travail. Et pendant les élections, nous l'avons vu, on va dire, sur le terrain. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'institution fonctionnait normalement. Jusqu'à ce que Vox soit sanctionné abusivement. Et c'est là où nous avons finalement commencé à avoir des inquiétudes sur le fonctionnement de cette institution. Est-ce à cause de ce que vous citez que finalement le dysfonctionnement a causé toutes ces décisions abusives vis-à-vis de Vox? Et si c'est cela, je crois qu'il est impératif qu'au sein donc, de ce conseil, que l'on regarde réellement quels sont les réajustements qu'il faut faire pour éviter de bloquer le fonctionnement de cette institution, comme je le disais au début de cette émission, que l'institution fonctionnait normalement. Donc, faire un procès contre monsieur Jean Ngoma, je ne peux pas le faire, mais je pense que si réellement les dérapages que nous avons constatés, je le disais tout à l'heure, la sanction de Vox, le report même de la célébration de la journée de la presse, parce que nous l'avons tous assisté, et nous nous souvenons encore que pendant cette journée, le gouvernement, le Conseil organise parallèlement la même activité alors que tout devait se faire ensemble. Et donc, c'est ça les conséquences, mais très néfastes, de cette crise. Et donc, je crois qu'il est peut-être temps qu'il passe au réajustement ou à régler cette crise définitivement. Est-ce que la cohabitation, comme disait le docteur Blanc-Costa Barapéa, pose véritablement problème? Il y a ce qu'on appelle le leadership. On comprend qu'il y a véritablement une guerre de leadership, et nous le constatons par les agissements, par les réactions des uns des autres, que le vice-président, certainement, ne supporte plus d'être là où il est. Peut-être qu'il souhaiterait être à la tête de cette institution pleinement. Je crois que c'est ça, la cohabitation entre les deux hommes, le président, le vice-président, et même quelques hauts conseillers. Je crois que cela pose véritablement problème aujourd'hui. Mais donc, il n'y a que le président de la République, puisque c'est lui qui nomme, c'est lui qui renouvelle cette institution, les membres de cette institution. Je crois que, et s'il perçoit ce qui se passe, parce que nous avons tellement trop de défis actuellement, les journalistes ont trop de défis. Nous qui avons les médias en ligne, nous voulons bien que la loi soit revue pour que les médias en ligne soient pris en compte, puisque actuellement la loi au Congo ne prend pas réellement en compte les médias en ligne. Nous avons les problèmes de financement des médias, de la fameuse RAF. Nous avons le problème d'accès à la source d'information. Et c'est sur ces terrains que nous voulons voir le Conseil supérieur de la liberté de communication. Mais si elle est bloquée pour des crises internes, je crois que c'est une inquiétude quand même assez importante. Merci bien pour ce raisonnement. Effectivement, nous ne sommes pas pour un procès, mais nous restons sur les faits, comme on le dit. Et lorsqu'on va à la source, on nous étale les faits. Et ces faits, disons, sont vérifiables. Peu importe les crises internes, vous l'avez dit, dans une administration, il y a souvent des problèmes d'hommes, mais ça se règle au niveau interne. Mais ce qui choque l'opinion, c'est ça. Ce qui choque l'opinion, c'est que ce qui devait être traité à l'interne prend surface. Nous regrettons le fait que Aziz ne soit pas là. Nous regrettons ce fait-là. Et de l'autre côté, on fait la demande, mais c'est la même loi. Un membre du Conseil supérieur de la liberté de communication est mis en fait au silence. Il ne peut pas être jugé parti. Vous voyez bien chaque fois qu'ils étaient de sortir, sauf pour des questions qui sont propres à eux. Mais là, je pense que c'est une question qui est propre à eux.
malheureusement, la presse est en difficulté parce qu'on ne peut pas avoir un interlocuteur vrai qui peut venir nous interpréter les textes, ainsi de suite. Sinon, c'est une demande que je fais. Parce qu'à un moment donné, la question qu'on se pose, pardonnez-moi, c'est de savoir quelle est réellement la cible d'Asie Dominique de Marseille. Voilà. Puisque quand il passe en mode public pour une crise interne, en vilipendant avec des mots assez durs. Il est dur dans des mots. Le vice-président de cette institution, même si à un moment donné on constate qu'il prend position, mais je crois qu'il devait le faire autrement. Ce que nous attendons du Conseil, ce n'est pas savoir s'ils sont payés ou pas, ce n'est pas savoir qu'il y a une crise, il y a un problème de leadership. Non, ce que nous attendons du Conseil supérieur d'Asie Dominique de Marseille, nous l'avons dit, c'est qu'ils accomplissent leur mission. Et c'est clair, c'est simplement ça. Il y a dysfonctionnement en tout cas à voir tout ça, parce que lorsque Asie sort, il pend tout, et la première question qu'on se pose finalement, pourquoi ils n'arrivent pas à régler à l'interne, et ça laisse voir des conflits entre les humains, mais qui peut les régler. C'est toi qui as tenté d'apporter la réponse. Effectivement, avant de passer la parole à Barapeya, tout le souci de la presse, parce que c'est l'unique organe qui régule la liberté. Et les journalistes ont souvent peur de la pratique du métier. Et nous en savons quelque chose. Nombreux sont des victimes parmi nous et nombreux sont des cibles. Et donc, lorsque cette institution qui a le droit de protéger la liberté de la presse, c'est-à-dire la liberté de communication et de pratique du journaliste, prend de l'eau, alors nous sommes à la merci de tous les vautours. C'est la raison d'être même de notre réflexion. Conseil Barapeya, avez-vous un mot à dire là-dessus tel qu'a fait ton prédécesseur sur l'institution? Bon, ben, c'est vrai que c'est une crise interne qui aurait dû être réglée à l'interne. Mais sauf que cette crise, ou bien ce qui s'apparente comme étant une crise, si elle n'est pas réglée, elle peut avoir des incidences sur la presse. Sur la presse. Absolument. Voilà. Pourquoi? Parce que lorsque les gens se mettent en bataille rangée pour le positionnement, je pense que c'est ça, au fait, la réalité. Sur le positionnement, chacun va mobiliser ses ressources, les ressources dont il a à sa disposition, et pour faire donc échouer l'autre, pour faire barrage, entrave à l'action de l'autre camp. Et à partir de ce moment-là, l'incidence est claire sur l'objet donc de sa mission, parce que les gens, au lieu de travailler sérieusement pour la presse, ils vont passer tout le temps à se canader, et avec donc les conséquences qui vont avec. Alors, ce que j'observe, c'est que la sortie épistolaire du vice-président en direction du président est quelque peu fondée. Pourquoi? Parce que que dit la loi, les textes? Si le président n'est pas là, le vice-président assure l'intérim. Maintenant, il y a eu certains dérapages, et là, moi, je me fonde sur ce qu'a dit Asie. Je n'ai pas écouté l'autre partie. Bon, il faut être réservé. Mais toujours est-il que, en l'absence donc du président, on constate que le vice-président ne fait pas bien le travail. Est-ce que le président, en retirant les prérogatives qui reviennent de droit à son vice-président, est-ce qu'il y a eu concertation au départ? Je ne pense pas, ou je ne sais pas. Deuxièmement, quand il donne les prérogatives à son directeur de cabinet, donc ça veut dire qu'en assurant l'intérim, le directeur de cabinet est au-dessus de son vice-président. Alors, est-ce que les textes l'autorisent? Parce que le problème que nous avons dans ce pays, c'est celui-là, le respect des textes. Même s'il y avait, il y a cela, donc je pense que c'est Ngoma, M. Ngoma, ayant constaté qu'il est lésé dans ses droits, mais il a écrit à son chef pour ce qu'il appelait le retour à la légalité, je ne sais pas, à la légalité administrative. Et c'est ce qui fait déborder tout ça. Mais l'enjeu est ailleurs. L'enjeu, c'est que je pense qu'ils sont arrivés en fin de mandat, ceux qui sont là. Ils sont arrivés en fin de mandat. Voilà, ils sont en fin de mandat. Il y a les enjeux réels du pouvoir qui se passent au sein de cette institution. Tout ce que vous voyez, c'est la mobilisation des ressources par les uns et les autres. L'enjeu véritable, c'est le renouvellement de cette instance. Et c'est là où les acteurs se battent. Mais je souhaiterais que ces combats soient canalisés. Parce que les batailles politiques dans toutes les institutions, ça existe. Les batailles de positionnement, ça existe. Sauf qu'il faut canaliser pour ne pas qu'il y ait des dérapages qui vont causer donc
de tort à la presse ou aux journalistes que vous êtes? Effectivement, vous avez à dire? Non. Bon, à ce sujet, effectivement, il y a certains qui pensent de la sorte. C'est une bataille autour des postes. Mais ce qui est vrai, l'institution est arrivée au bout de sa mission. Depuis toujours, même les journalistes le décrivent. À quand. Mais puisque c'est le président qui nomme le président du Conseil, c'est lui qui a le pouvoir de renouveler. Et donc, les Congolais sont en attente. Mais ce qui est plus grave, tel que nous l'avons signalé, c'est parce que dans ce pays, nous connaissons les hommes. Dans ce pays, il y a des journalistes qui ont payé le prix. Ici. Nous avons payé le prix. Moi qui vous parle, j'ai payé le prix. Je travaille depuis longtemps dans ce domaine, il faut le dire. Je connais ce qu'on appelle les pesanteurs. Je connais ce qu'on appelle la dangerosité d'exercer cette mission. Et nous veillons donc à ce conseil de sorte qu'il ait harmonie pour protéger tous ceux-là qui ont l'art de débiter et de pratiquer. Sinon, si ce conseil tombe sous le coup ou des politiques, ou de qui que ce soit, ou des économistes, qui ne peuvent pas maîtriser l'intérêt de faire un tel travail au Congo, vous voyez ce que ça peut donner, premièrement. Et il faut dire que ce conseil a été de beaucoup, je le dis. Ce conseil, tous les membres du conseil, président, vice-président, tous les conseillers, ont permis à l'environnement journalistique et au pays de comprendre le rôle d'un conseil dans un État. Je le dis par expérience. Nous avons connu le conseil du vieux Bananganzala à l'époque. Nous avons connu beaucoup de choses. Nous avons connu la fermeture des CV+, ainsi de suite, ainsi de suite. Nul n'a été la clémence, je le dis bien, du ministre Alain Akwala. Mais aujourd'hui, ce conseil, quand il est arrivé, vous l'avez signalé, la chance que nous avons eu, la bénédiction, c'est d'avoir des grands carriéristes de la presse, des grands journalistes. Oui, et nous nous sommes dit, nous irons à l'école de ce conseil. Et la conséquence positive, c'est Tcheleka, par exemple. Aujourd'hui, Tcheleka pond des documents qui, à l'époque, ne pouvaient pas les pondre. Des documents qui pouvaient être insupportables pour la société congolaise. Mais les gens ont compris qu'il est en train de faire le travail du quatrième pouvoir. Mag le Bazar fait autant, ainsi de suite. Mais cela ne veut pas dire que nous ne subissons pas la pression. On subit parce qu'on est des humains. Nul ne voudra qu'on puisse critiquer par exemple son action. C'est humain. Mais à côté, le conseil vient pour réguler et annoncer ce qu'il doit faire et recadrer notre rôle. C'est ce que le même conseil, c'est une pédagogie que je fais, fait souvent à l'orée des élections présidentielles. Le conseil convoque les politiques pour réguler leur communication. Maintenant, aujourd'hui, Bruni, tu as su le dire, qu'adviendrait-il si ce conseil s'explose par exemple par ces guerres? Quelle serait la répercussion et les conséquences? Oui, nous l'avons dit, Romy, vous voyez, les guerres, c'est le politologue qui le retrace bien. Cette guerre de positionnement individuel n'honore pas cette institution. Et moi, j'aurais aimé que le débat soit sur le terrain des performances des uns et des autres. Voilà. La question qu'on se pose, est-ce que Philippe Mvo a mal travaillé? Est-ce qu'il conduit mal l'institution? Est-ce qu'il a détourné l'institution de ses vraies missions? Je crois que si le débat était sur ce terrain, on aurait pu quand même trouver... on aurait pu ouvrir au public pour dire finalement chacun de nous devrait donc voir de fond en comble si réellement l'institution ne fonctionne pas comme il faut. Est-ce que son président et tout son cabinet, soit encore tous les conseillers qui sont là, ne font pas réellement leur travail? Mais nous l'avons dit tout à l'heure, jusqu'à ce que Vox soit sanctionné abusivement, l'institution, surtout les rapports avec la presse, les rapports avec les hommes politiques, nous avons constaté que tout allait bien jusqu'à ce que nous arrivions à la sanction de Vox, où finalement on a commencé à vivre non seulement la sanction de Vox, vous l'avez dit tout à l'heure, DRTV qui a été publiquement vilipendé par le vice-président. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut se poser des questions. Est-ce que l'institution, Philippe Mvo, n'a-t-il pas bien travaillé? Si la réponse est oui ou non, c'est au président de la République de décider. Puisque un rapport d'un président, d'un vice-président, ou encore comme fait Azidom de Marseille, changerait quoi exactement? Il n'y a que le président qui peut le faire. Donc,
les guéguerres internes, cette guerre de positionnement ne devrait pas en réalité avoir lieu aujourd'hui, puisqu'ils sont arrivés à la fin de leur mandat. Il faut qu'ils s'attendent simplement que peut-être que certains d'entre eux soient renouvelés, reviennent là, ou encore que tout le monde soit remplacé par d'autres, puisqu'il n'y a pas que dans ce pays. Il y a d'autres journalistes et qui peuvent bien occuper ces postes. Voilà. Donc, c'est ce qui nous déçoit, c'est ce qui nous déçoit souvent. Au lieu que l'on se concentre sur les vrais problèmes, les vraies préoccupations, les priorités de cette institution, mais finalement, on est gêné de constater aujourd'hui. Mais si la crise persiste, il faut savoir que, bon, heureusement qu'ils sont arrivés à la fin de mandat, mais si cette crise persiste, donc ça veut dire que ça va totalement paralyser l'institution et nous tendons vers la fin du quinquennat du président de la République. Il nous reste 2 ans. Ça veut dire qu'il faut commencer à revoir toute la communication autour des élections. Les partis politiques vont bientôt commencer à se mettre en action. Il faut voir la protection des journalistes. Il faut voir les relations journalistes-hommes politiques. Mais si l'institution elle-même aujourd'hui ne peut plus fonctionner, et ça veut dire qu'il y aura véritablement un désordre qui sera occasionné. Oui, parce que Conseil Barapéa, dans les missions qui sont les nôtres, dans la formation, nous essayons d'étudier ces relations entre presse, politique, presse, société, ainsi de suite. Toutes les présenteurs parlent de là. D'abord, je parle en face de quelqu'un qui est acteur des médias, mais vous en savez quelque chose. Et il faut dire que lorsque le Conseil est fragilisé, c'est la vie du journaliste qui est exposée. Vous entendez un peu partout dans le monde, par exemple, Trump. Trump est très sensible aux médias. Et parce qu'il pratique le métier politique, de la politique. Et toute la crainte des journalistes, ce sont ces injonctions. Comme il a dit, mais nous sommes à 2 ans de la fin du mandat présidentiel. Mais si cette institution qui devait réguler déjà pose problème aujourd'hui, que faut-il faire et qu'adviendra la pratique de ce métier? Donc la question que je vais vous poser de savoir, c'est devenu comme une culture. Comment expliquez-vous les guéguerres à l'interne des institutions? Parce que là, c'est une institution comme d'autres, mais nous en avons connu, nous en connaissons. Les guéguerres entre les institutions, comment ça s'explique? Comment vous expliquez cela, vous qui êtes institution? Bon, je l'ai dit, toute organisation humaine est traversée par la logique conflictuelle. Voilà, cette logique ou bien cette nature conflictogène des institutions est liée au fait que au sein des institutions, les individus ou les acteurs nourrissent des ambitions. Et c'est tout à fait normal. Et maintenant, dans cette volonté de franchir les étapes, les gens pensent qu'aujourd'hui, je suis vice-président, je dois être président, et ainsi de suite. Donc, c'est tout à fait logique que les gens aient des ambitions. Mais le mal, c'est que on peut faire des ambitions, les conflits qui peuvent, les batailles qui peuvent qualifier de loyales. Voilà, la concurrence loyale au sein d'une organisation. Ça devient un danger quand cette compétition arrive à paralyser le fonctionnement régulier de cette institution. C'est à partir de ce moment-là que tout le monde se met en danger, et l'État, et les acteurs de la presse, et eux-mêmes, les hauts conseillers. Parce que à l'heure actuelle, je pense que les autorités qui sont là sont toujours légitimes. Et ils sont toujours dans la légalité. Ils sont toujours dans la légalité. Donc, on ne saurait contester leur légalité de quelque manière que ce soit. Mais cela n'empêche que les gens aient des ambitions de succession, parce qu'on sait que dans 2 ans, ou bien même aujourd'hui ou demain, on peut ramener la balle au centre. Est-ce que ce bruit, puisque un problème interne à l'organisation qui est mis sur la place publique, est-ce que ce n'est pas fait exprès pour attirer l'attention des décideurs afin de procéder au renouvellement de cette institution à partir du moment où tout le monde, j'ai suivi lors de votre la dernière célébration de la journée et commémoration de la journée internationale de la liberté de communication, ce problème s'est posé avec acuité. Certains de vos confrères ont lancé des diatribes contre les autorités en place. Est-ce que cette sortie de M. Aziz Dominique de Marseille, ou bien même en filigrane la communication, ou bien la sortie épistolaire du vice-président, ne rentre pas dans ce sens d'alerter, c'est-à-dire de créer de la zizanie, de la cacophonie au sein de cette institution, pour appeler celui qui détient les machineries étatiques de régler ce problème-là une fois pour tous, pour dire que bon, voilà, ça fait que vous êtes en fin de mandat,
je renouvelle ou je reconduis. Parce que si on arrive là, à partir de ce moment-là, chacun mobilise ses ressources. Et la crise au sein je suis par là, la crise au sein de cet appareil ne laissera pas les journalistes de côté. Absolument. Vous allez voir, la presse va se diviser en deux. Vous aurez une partie de la presse qui sera pro-intel, une partie de la presse qui sera pro-intel, et le politique va s'en mêler. Mais c'est là tout le danger, parce que tout le danger, parce que se mêle. Dans des États comme les nôtres, pas seulement comme les nôtres, partout ailleurs, vous suivez chaque année le rapport sur les assassinats de journalistes. Oui. C'est récurrent. Donc si on a un tel organe comme le conseil, si ce conseil-là n'est pas bien géré, si ce conseil à l'interne, il y a des guerres de positionnement, cette cacophonie qui peut paralyser le fonctionnement de l'institution, la première personne à être en danger, c'est le journaliste. Absolument. Merci beaucoup. C'est la raison d'être de notre réflexion. Alors, Brony, nous attendions beaucoup de ce conseil. Nous avons l'impression que tout ce que nous attendons est resté lettre morte, vous l'avez souligné. L'Arave. Aujourd'hui, vous avez un média privé. DRTV est un média privé, ainsi de suite. L'idée de libéraliser ce secteur visait des médias, en fait, des appareils ou des instruments médiatiques pour accompagner la démocratie. Mais nous sommes l'un des pays, en Afrique noire en tout cas, qui ne subventionne pas ces médias. Il faut dire que les patrons de ces médias, franchement, c'est des guévaristes parce qu'il y a trop de coûts à payer. Et là encore, on a beau attendre la réponse ne vient pas. Les médias privés ne sont pas subventionnés. Mais ce qu'on nous présente, ce sont ces guéguerres. Deuxièmement, le financement des organes, ça peut arriver. On peut financer tel ou tel organe, malgré que ces organes, je vous assure, fait la visibilité, je le dis, de la démocratie congolaise. Aujourd'hui, lorsque le Congo gagne des victoires en matière de liberté de presse, il faut que les Congolais se posent les questions. Clairement, il s'agit de quel média regarder en face. Nous avons tout un continent en face. Il y a combien de médias en RDC? Mais qui nous avalent? Mais aujourd'hui, vous en avez comme sur la place de Brazzaville, vous n'avez que 3 télévisions qui fonctionnent. Télé Congo, DRTV, Vox TV. Et Téléka qui nous suit à travers les réseaux sociaux, qui fait l'audimat aujourd'hui. Il n'y a même pas de soins. En tout cas, les gens ne prêtent pas attention, il faut dire, à ces médias. Nous posons la question, quelle est la place des médias? La formation des journalistes. En tout temps, il y avait des séminaires qui étaient organisés. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Lorsqu'il y a formation, c'est plus dans le milieu public. On se demande à quoi bon ces médias privés au Congo. Enfin, est-ce que les gens s'interrogent sur la pluralité des médias au repli du Congo? De plus en plus, les médias disparaissent. Top TV n'existe plus, MNTV n'existe plus. Et là, c'est la faute du conseil? Non. Mais il n'y a pas de subvention, non. Ça, là, c'est le conseil. Non, attendez, c'est des batailles qui devaient être menées. Là où nous les attendions, ils sont absents, mais ce qu'on nous présente, c'est autre chose. Golali. Oui, parce qu'on se souvient quand même que souvent les crises, les causes des crises dans cette institution sont souvent, on va dire, d'une futilité, on va dire, déconcertante. Parce qu'on se souvient qu'à un moment, les hauts conseillers se battaient pour des problèmes de financement, des problèmes d'argent, de leurs primes. On a accusé un tel d'avoir de détourner l'argent. Et souvent, ça tourne autour de ça. Et finalement, aujourd'hui, c'est une guerre de positionnement. Alors que je crois, le plus grand regret de cette institution, ou encore de tous ceux qui sont là, tous nos aînés qui constituent ce conseil aujourd'hui, c'est de partir de là sans avoir résolu le problème d'Arave. C'est de partir de là sans avoir résolu le problème des relations qui nous lient entre le gouvernement, donc les journalistes et le gouvernement. Je parlais tout à l'heure d'accès aux sources d'information. Voilà. Vous vous rendez compte que les ministres sont pratiquement depuis 3 ans, ne passent presque pas dans les médias. Voilà. Aucun débat démocratique. Ministre et leader politique. Aucun débat équilibré. Voilà. Et ceux qui sont à la majorité ne participent presque pas au débat. Presque pas. Je peux prendre l'exemple de Télé Congo. Combien de débats contradictoires sont organisés à Télé Congo? Ça n'existe pas, il faut le dire. Donc quand vous invitez un ministre, il ne vient pas. Un jour, l'un d'eux nous a lâché comme ça pour nous dire « Oh, moi, je ne viens pas dans les petits médias ». Mais même quand on voit sur le grand média comme Télé Congo, il n'y va jamais. Et donc, il y a ce problème-là, les sources d'information. Vous pouvez contacter les gens pour avoir accès aux sources d'information. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Ça veut dire que ça entrave la liberté de la presse. Et c'est des questions que le Conseil devait donc être traité depuis tout le temps qu'ils sont là. Donc, ils partiront de là, ce mandat est touché à sa fin.
Donc, ils partiront dans là, sans traiter ça, sans trouver le problème de subvention des médias, sans régler aujourd'hui le problème des médias en ligne qui naissent à foison et qui naissent tous les jours. Tout le monde est devenu communicateur sur les réseaux sociaux. Voilà. Comment faire pour réguler ce secteur-là? Donc, il y a tellement trop de préoccupations aujourd'hui qui devraient interpeller au plus haut le Conseil supérieur, mais malheureusement, les guerres internes et encore les guerres de positionnement individuel vient donc à annihiler, j'ai envie de dire, tous les efforts faits jusqu'aujourd'hui. J'ai envie de dire encore, vient saper donc cette institution, alors qu'on pensait que la présence des grands journalistes dans cette institution pourrait vraiment faire décoller le Conseil supérieur de la liberté de communication. Mais malheureusement, c'est encore un journaliste parmi plusieurs, mais qui lance la guerre. Et on regarde encore avec beaucoup de déception Aziz Domi de Marseille, et qui pendant tout le temps qu'il est là, n'a pas su te contenir, puisqu'il est appelé à se réserver. Mais nous l'avons vu tirer à boulet rouge sur les journalistes, nous l'avons vu assister aux réunions, au petit déjeuner chez le Premier ministre, où il vient pour s'attaquer aux journalistes. Donc à un moment donné, on constate qu'il y a eu un vrai problème d'ordre, un problème de discipline interne. Mais à qui la faute? Oui, effectivement, c'est par rapport à ces réactions que je comprends qu'il y a problème. Et ceux qui s'éclatent comme Aziz, qui donnent l'information, et ceux qui ne parlent pas, c'est les plus dangereux. Parce que Aziz nous révèle qu'il y a problème. Mais un conseiller vous dira, mais nous sommes en silence parce que la loi ne le permet pas. Donc finalement, c'est une boule qui roule partout. On ne sait pas là où elle va, jusqu'à là où elle va tomber. Je pense qu'à quelque chose, malheur est bon. Sincèrement, toutefois que nous avons eu des informations, je l'encourage pas, c'est grâce à Aziz. La journée, par exemple, la célébration de la liberté de presse. Nul n'a été le clash d'Aziz la nuit. Nous ne savions pas, et cette journée serait décommandée. Parce que quand on vérifie en passant, l'initiative est prise par le vice-président sans l'accord de tous les conseillers. Ça, c'est le 1. Sans l'avis de son vice-président. Mais nous, la crainte, c'était pas que ça se tienne ou pas, et que comment ils se sont accordés. Mais la crainte, c'est au niveau international. Le Congo avait la main tendue au niveau des organisations financières. Mais ces organes ou ces institutions tablent sur la liberté de presse au Congo. Quand vous dites un jour qu'on n'a pas célébré cette journée au Congo, quelle est la raison évoquée? Parce qu'il y avait un agenda avec un ministre. Ça, c'est ça ce qui était ressorti. Mais la crainte, c'est que chaque fois que ça se passera comme ça, c'est faire perdre à cet organe son autorité, parce que c'est une institution qui ne peut pas être sous la botte du gouvernement. Et donc, tu vois, c'est des vieux réflexes de nos grands frères. Je dis bien, ce sont des vieux réflexes, parce que chaque fois, à l'époque, nous avons vu ça avec le président Bananganza, la réunion ne pouvait se tenir, mais il n'y avait pas la culture des institutions. Mais au moins, ce conseil s'est battu, nous avons vu, à se démarquer du joug gouvernemental et de la politique, conséquence cette liberté que nous avons. Mais si tel est le cas pour ces choses, je suis d'accord avec toi, il faut qu'une autre institution ou le chef de l'État porte un regard. Moi, je pense pour ma part que la sortie d'Aziz, heureusement, avait réglé le problème, parce qu'après, c'est le Premier ministre qui a récupéré la situation. Nul n'a été le tact du Premier ministre, le Congo ne célébrait pas. Qu'adviendrait-il au niveau international? Vous vous souvenez... Voilà, je vous en prie, oui, il a un mois. Vous vous souvenez, quand ce conseil est mis en place, le président Philippe Mbo se félicitait. D'ailleurs, nous l'avons vu dans une interview, être fier et heureux d'avoir dans le conseil tous les journalistes, pas les moindres. Et il croyait que le travail devait réellement se faire, mais nous, je le disais tout à l'heure, nous les avons vus, sinon nous l'avons vu sur le terrain. Mais que cette guéguerre soit née partie des journalistes qui auraient, à mon avis, compris leur mission réelle, je crois que c'est cela le vrai tu as tout dit, franchement. Oui. Bon, mais Romit, on ne peut pas totalement incriminer M. Aziz Domi de Marseille. J'ai toujours dit qu'il faut parfois écouter le fou du village. D'ailleurs, moi-même, je me présente parfois comme étant le fou du village. Le fou du village qui fait du bruit au fond du village n'a pas totalement tort. Il faut parfois écouter le fou du village. Et ici, c'est une figure de style que je suis en train de présenter. Ce n'est pas pour dire que le grand Aziz c'est un fou. Mais c'est une figure de style. Parce que de la bouche d'un fou peut sortir des choses de vraies. Et effectivement, s'il n'y avait pas des sorties récurrentes et répétitives d'Aziz,
on ne serait pas informé que la journée de la célébration aurait été recommandée. Il y a tel ou tel événement. On ne la célébrait pas aussi. Mais dans tous les cas, vous ne devriez pas être surpris d'observer des guéguerres au sein des institutions. Parce que quel est l'enjeu véritable du positionnement dans ce pays? Est-ce que les gens viennent dans les institutions pour régler les problèmes? Est-ce que c'est ça l'enjeu? Sinon, l'arabe serait réglé. L'enjeu, c'est le positionnement. D'ailleurs, quand vous regardez, la plupart de ceux qui sont dans ce conseil, c'est des retraités. Donc, on vient là pour régler les questions de ventre. C'est ça d'abord la première logique. Deuxièmement, c'est des gens que j'ai souvent l'habitude d'appeler ça le recyclage. C'est des gens qui sont arrivés en fin de cycle, il faut donner une nouvelle virginité politique ou institutionnelle, et ils sont recyclés dans d'autres institutions. Donc la préoccupation première, c'est régler les questions de l'œsophage, du tissu digestif. Ce qui fait en sorte qu'on se bat prioritairement pour avoir le positionnement ou conserver la position afin de régler les évacuations des enfants qui étudient à l'étranger et tout ce qui va avec. Donc les questions qui les concernent réellement sont reléguées au second plan. Ça devient des questions secondaires. Vous avez pris le cas de la RAV. Depuis combien de temps on parle de la RAV? Et curieusement, pour ne pas vous couper, lorsque c'était RAV, mais franchement, nous avons mal à supporter cela, parce que, je vais le dire ici, lorsque ce secteur est libéralisé à la conférence nationale, je pense que les gens n'ont pas de mémoire. L'école, la santé, les médias ont été libérés par un acte de la conférence nationale. C'était pour viser l'excellence. Vous ne pouvez pas aller en démocratie avec des médias qui ne font que de la propagande. Ça, ce n'est pas la démocratie. Et vous voyez avec le temps, les gouvernants ont compris qu'il fallait financer ces médias. Au Gabon, on finance les médias. Comment un patron d'une entreprise qui lègue, qui dote le pays d'une entreprise, bien sûr, mais qui a des produits? Ce que nous faisons ici, nous sommes en train de livrer un produit à la population. En revanche, qu'est-ce que DRTV gagne? Mais nous avons combien de spectateurs qui suivent Mag le Bazar? Mais quel est l'impact de Mag Bazar dans leur conscience du Congolais? Mais c'est la culture démocratique. Mais cependant, cette émission n'est pas subventionnée, ni accompagnée. Cependant, la DRTV ne bénéficie pas de la RAV. Comment voulez-vous que la DRTV puisse supporter ces jeunes formés par l'État ou à Bayardel, par toi le professeur, on nous les renvoie ici, ils viennent, ils travaillent, ils ont salaire, ainsi de suite. Mais franchement, est-ce que nous posons la question, nous sommes dans un système libéral ou pas? Mais si nous sommes dans un système libéral, on devait plus encourager les médias privés que les médias publics. Curieusement, une fois en longtemps, la RAV n'a servi qu'au financement des médias publics. Mais le média public, c'est l'État. Le média public, c'est l'État. Donc l'État prend par devers lui la RAV encore. Mais il y a problème. Et c'est là tout le problème. Lorsqu'on va vers le conseil, cela relève du gouvernement. Mais c'est l'occasion d'interpeller le gouvernement. Le gouvernement ne doit pas contribuer à la disparition des médias. Quel serait le thermomètre de la démocratie au Congo? C'est là tout le problème. Là, et le gouvernement et le conseil. Mais je pense que, Bruni, avant que ce conseil ne parte, vraiment le souhait serait qu'il remporte cette victoire. Sinon, où va la RAV et pourquoi? Elle est prélevée. Elle est dans les bulletins de salaire des Congolais. C'est le contribuable qui paye. C'est comme la question d'Averda. On prélève dans les bulletins, on ne sait pas où va cet argent, même si l'État a des problèmes. Oui, mais là aussi... Quand on nous renvoie nos produits... Romic, sans vous interrompre, vous êtes le quatrième pouvoir. Tout au moins, vous êtes déclaré quatrième pouvoir. Absolument. Mais là aussi, vous avez la capacité de nuisance. Vous, le média, vous pouvez tout mettre en œuvre, créer un rapport de force qui vous soit favorable. Puisque le conseil ne le fait pas, et d'ailleurs même le conseil qui est constitué de la plupart de vos confrères, vos aînés dans le métier. Bon, la RAV ne vient pas, elle est prélevée. Vous savez qu'elle est prélevée, vous avez la preuve qu'elle est prélevée. Mais vous, médias, vous êtes une puissance, vous êtes un pouvoir. Organisez-vous. Si vous attendez la RAV, si vous attendez... Mais combien de fois il y a eu communication? Si les médias, les patrons des médias disent « nous sommes fatigués » comme a fait Vox TV, MNTV, vous voyez les performances de MNTV. MTV avait atteint un niveau très élevé. Je pense que MNTV a été beaucoup dans le jaillissement de l'esprit démocratique dans le pays. Mais quand ça disparaît, ça n'interpelle personne. Mais si on dit aujourd'hui, Goulali dit, je ferme mon média, la DRTV ferme, Vox ferme. Quelle serait la configuration médiatique que nous aurons? C'est le mono. Et lorsqu'on dira ailleurs que c'est de la dictature là-bas, parce que Télé Congo ira que dans un seul sens, il faut le dire. Goulali l'a dit ici, permettez-moi, c'est le moment de dire ces choses. Pourquoi les ministres vont plus là-bas?
Le Covid, ils sont tous là-bas. Donc toute la task force, c'était là-bas. Et pour mieux communiquer, c'est là-bas. Même c'est des questions de santé publique, c'est là-bas. Les questions de sécurité, c'est là-bas. Même le ministre de la Communication l'a dit ouvertement que voilà. 80% des jeunes ne suivent pas la Télé-Congo. Et voilà. Pas Télé-Congo. Et tout le monde sait aujourd'hui, avec la montée en puissance des réseaux sociaux, nous le savons que dans 10 ans, 20 ans, les chaînes traditionnelles disparaîtront. Vont disparaître. Alors, donc, à un moment donné, il faut commencer à réfléchir comment réguler ce secteur, puisque nous avons un problème de formation qui est très criant aujourd'hui. Nous n'avons pas de véritables écoles de formation journalistique dans ce pays. Et vous allez vous rendre compte... Même en matière de caméra, la majorité donc, des techniciens, que nous appelons aux techniciens, OPV, opérateurs de prise de vue, opérateurs de prise de son, et tout ce monde-là, les photographes, nous n'avons pas des écoles pour former ces gens qui constituent le métier. Avec l'évolution du monde, avec l'arrivée aujourd'hui de l'intelligence artificielle, il faut redéfinir le journalisme. Qui est journaliste, qui ne l'est pas aujourd'hui? Donc, ce sont des questions qui devraient interpeller non seulement les journalistes, parce que nous en sommes conscients, mais le régulateur et même le gouvernement. Mais c'est le régulateur qui devait travailler avec le gouvernement sur ces questions. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, oui, les institutions connaissent des crises, oui, mais c'est une crise interne, mais qui ne nous intéresse pas. Voilà. Donc, à un moment donné, ils doivent surpasser ces crises. À un moment donné, ils doivent se focaliser sur l'essentiel. Surtout qu'ils sont à la fin du mandat, je crois qu'ils devraient réellement se réveiller pour dire, OK, rattrapons le train, puisque nous avons bien démarré, on ne peut pas s'arrêter à ce niveau. Il faut qu'on rattrape le train pour que les choses avancent. Donc, s'arrêter à ce niveau et partir avec cette tâche, je crois que... Malheureusement. Mais je pense que ça va dans les oreilles des grands frères, parce que lorsque nous parlons collègues, on se la flanque comme ça. C'est des politiques qui nous le disent. Romik, hier, quand c'était les politiques au sein du Conseil, vous montez dessus. Moi, aujourd'hui, c'est les vôtres. Mais des carriéristes du métier. Mais si ce n'est pas eux lesquels vont redresser ce secteur. Parce qu'ils ont subi ces choses. Ils ont subi ces choses. Donc nous disions, l'État congolais vous avait fait un bon choix. Et vous nous le retournent souvent. Mais ce sont les vôtres qui sont là. Je ne suis pas allé chercher mes collègues politiques, ce sont les vôtres. Mais à voir ceci, nous avons l'impression que nos aînés ne connaissent plus les réalités du métier. À voir ceci, on a l'impression qu'ils ne pensent plus qu'à eux-mêmes. Mais toutefois, vraiment, il faut que le Conseil retire un peu cette loi-là, hein, ou bien cette disposition qui ne les permet plus de communiquer sur les médias. Il faut bien, parce qu'on veut les affronter souvent sur ces questions. Ils sont plus dans des cabinets, ils sont parfois à des âges poussés, conseillers à la communication, ainsi de suite. Ils oublient le métier. Lui, ils ont eu la grâce de prendre les retraites. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous léguer? Oui, mais il faut quand même soulever, je crois qu'il faut soulever quelque chose. Moi, je crois que c'est cette crise, en fait, interne, qui vient comme pour, je veux dire, entacher un peu tout ce qui se fait au sein du Conseil depuis qu'ils sont là. Vous savez que je parlais tout à l'heure de Jean Bamboui, pour ne pas citer leur nom, c'est des gens qui ont brillamment exercé ce métier. Ils ont marqué leur passage. Qui ont fait la fierté de ce métier. Nous savons Godurfa Yumbi, voilà. Je tiens à le remercier parce que je suis passé par son école. C'est des hommes qui sont rigoureux dans le travail. Le président Vaux, je ne voulais pas le dire, monsieur obligé de le dire, mais je l'ai vu plus d'une fois sur le terrain, aller visiter parfois des médias nuitamment pour voir comment les journalistes travaillent, dans quelles conditions. Libérer même les journalistes, les géos. Il a toujours encouragé les débats démocratiques. Il a toujours été aux côtés des journalistes. Donc, il faut qu'ils évitent que cette crise, voilà. Et Jean Goma aussi, qui certainement a raison ou encore est dans ses droits de revendiquer ce qu'il revendique, mais devrait prendre quand même conscience qu'ils ont fait beaucoup de choses, mais cette crise risque de tout entacher et finalement, on oubliera tout ce qu'ils ont fait et on reviendra à la case du départ. La crainte, c'est celle-là. Ouais. Petit à petit, nous allons vers le fond. Effectivement, la crainte, en tout cas, je le dis, c'est de revenir à la case de départ parce que nous savons ce qui étaient les conseils d'avant. Je dis bien sous le joug du gouvernement. Et les journalistes n'entendent pas perdre cette liberté parce que quand la tête n'est pas forte d'un conseil et lorsque la pédagogie n'est pas faite à tous les lobbies politiques, économiques, ainsi de suite, les lobbies forts de la gestion d'un État, le journaliste en ce moment-là devient une proie.
et dans le monde, vous écoutez bien, on a tué, on a arrêté tout. Le président Vaudon, vous faites allusion, était allé délivrer un journaliste en prison simplement parce que celui qui l'avait mis au Niouf n'avait pas, c'était pas de sa faute, mais n'avait pas connaissance du rôle du conseil. Et quand on va lui expliquer un jour que vous ne pouvez pas mettre la main sur un journaliste, ni interpeller un journaliste sans passer par le conseil qui doit statuer, c'est là où il avait compris, il dit, emmenez votre gars. Et ça se passe devant le procureur, je vous assure. Nous avons vu de tels cas. Et donc, quand on voit le travail fait par ce conseil, nous disons, on ne peut pas perdre un tel appareil par la faute des hommes. Sinon, je dis, ces grands frères ne vont pas nous léguer un héritage. Et ils ont bien travaillé, ils sont allés à la retraite, ils ont fait des prouesses, ils ont chuté au niveau d'un grand conseil comme ça. C'est des grands palmarès. Mais en revanche, ils doivent impacter leur passage à ce conseil pour léguer au Congo une institution forte, une institution libre, autonome, indépendante surtout. Parce que lorsque cette institution perd son indépendance, vous êtes à la merci de tout. Parce que j'ai toujours dit, la politique se pratique par passion. Elle est passionnelle avant tout. Et donc, ce rapport doit être préservé. Alors, chers invités, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Une parole à chacun pour clôturer. Je commencerai par le docteur Ebarapéa. Bon, j'ai suivi les journalistes que vous êtes tout au long de cette émission. Ça, nous sommes touchés, hein, c'est notre domaine. Je vois comment ça vous préoccupe cette question, et à raison, bien sûr, parce que c'est votre liberté qui est en jeu et c'est votre vie qui est en jeu, vous avez le droit de vous en préoccuper. Mais c'est un message que je dois adresser à vos collègues, vos confrères, vos aînés dans le métier qui sont au niveau du conseil, c'est de regarder l'intérêt général. C'est de regarder l'intérêt général. Et rien n'est dit qu'ils ne seront pas renouvelés. Ils peuvent être renouvelés pour certains à la fin de ce mandat si l'ordre, si le président de la République le décide, il le fera. Donc, qu'il règle les questions, parce que ce qui importe à un homme, c'est de laisser les traces là où il est passé. Qu'il s'est un peu de s'interroger. Après, ici, des gens qui viendront 5 ans après, 10 ans après, qu'est-ce qu'on retiendra de leur passage au niveau de cette institution? Moi, je pense que le linge sale se lave en famille. Il y a des guéguerres, mais avant tout, il faut regarder le pays, il faut regarder l'État, il faut regarder la société, parce que tout être humain est au service d'abord de la société. Qui se met au service de la société pour dissiper ce qu'on peut considérer comme étant un malentendu. Et tout reviendra dans l'ordre. Merci beaucoup. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est de rappeler au Conseil que les défis sont énormes. Ah ouais. Le Congo est encore très en retard sur ces questions de communication, d'information. Je parlais de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Le Congo est très en retard. Dans la couverture même médiatique, je le disais que Télé Congo ne peut pas en temps réel couvrir même le Congo, c'est-à-dire tous les 12 départements. Je parle bien en temps réel. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a encore un vrai problème, j'ai envie de dire, de déséquilibre démocratique. Pourquoi? Parce que vous constaterez qu'ailleurs, en RDC, ailleurs, les médias foisonnent. Il y a une liberté d'expression qui est en réalité très bien encadrée d'ailleurs. Mais au Congo, Brazzaville, les médias boitent encore à se mettre en place. Et tout ça, ce sont des vraies préoccupations. Quels sont les journalistes de demain avec la montée des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, du numérique? Voilà. Comment concevoir l'information aujourd'hui quand on sait que le Congo, par exemple, Brazzaville et Pointe-Noire sont nourris par des rumeurs tout le temps? Les journalistes n'ont pas les moyens d'aller à la source d'information. Qu'est-ce qu'on fait? Ce sont les défis de l'heure. Et je pense que le Conseil devrait, en réalité, s'enfermer et réfléchir sur ces défis. Merci beaucoup, chers invités. Tout le plaisir est à moi d'avoir donné ces éclairages au public congolais. Et merci infiniment le Conseil supérieur de la liberté de communication. Il faut dire pour tout le travail abattu, en tout cas toutes les personnalités, président, vice-président et tout le reste des conseillers. Nous l'avons reconnu, nous avons reconnu ces efforts, mais c'est pour ce souci de voir ce dépôt être pérennisé pour le bien-être du journaliste et surtout de la démocratie congolaise. Ainsi donc, nous avons eu le devoir de fourrer notre nez dedans, parce qu'il s'agit avant tout de notre institution. Nous le faisons comme nous faisons pour d'autres institutions. Au revoir donc chez vous à la prochaine fois. Merci.